Aujourd'hui, dans ton Yann et Frank, c'est pas moi qui fais l'intro, c'est Jacques Gourde. Monsieur le Président, après 8 ans d'incompétence de ce gouvernement, une preuve de plus qui n'en vaut pas le coup, ni la corruption. Imaginez-vous, l'application Arrive-Can avec un coût de départ à 80 000 se termine avec une facture finale de plus de 60 millions. C'est une facture qui coûte 750 fois plus cher que prévu. Monsieur le Président, il y avait quoi entre 80 000 et 60 millions? Des factures bidons payées à même la poche des contribuables. Peut-on savoir qui a payé tout cet argent? Nous sommes devant le scandale des scandales! Quel personnage. Quel personnage, mais pendant que Jacques faisait son allocution, j'essayais de retrouver c'est quand qu'on a parlé de ça. Parce que là, Hey, ça date, là. tous les médias viennent comme de se rendre compte que hey, ça n'a pas de sens. Arrive-Can, ce qui se passe avec ça. Écoute, je défile les. Ben, moi, je comprends pas, sérieusement, parce que ça fait au moins 1 an qu'on a parlé de ça, je suis pas mal sûr. Puis, tu sais, oui, il y avait des articles de journaux qui décrivaient l'événement, qui décrivaient ce qui s'était passé, parce qu'évidemment, c'est un peu ça la game. Mais il n'y a pas de chroniqueur qui reprenait ça vraiment. Il n'y a personne qui en a fait un scandale, justement. Tout le monde a fait bof, bof, bof. Tu sais, puis on sait que c'est symptomatique de plusieurs choses qui sont arrivées au niveau fédéral et également provincial. N'oubliez pas, là, il y a eu 17 milliards de contrats de gré à gré au niveau provincial. Pensez-vous que des arrive-scams, comme qu'on a vu là, c'est pas arrivé au niveau provincial? Peut-être à plus petite échelle, peut-être à plus grande échelle. On ne le saura jamais parce que personne fouille dans ces contrats de gré à gré-là. Il y a eu 17 milliards de contrats gré à gré, puis on a suspendu les règles d'appel d'offres pour aller vite pendant la pandémie. Mais ouais, ça a été clean. Là, on est en train de voir que c'était pas clean au niveau fédéral. Oh, non, c'était pas clean. Mais là, quand les gens se sentent prêts à larguer Justin Trudeau, soudainement, les journalistes recommencent à parler. T'sais, à un moment donné, là, on dit souvent en anglais, les journalistes sont le mouthpiece du PMO au niveau fédéral. Ben, il faudrait qu'ils arrêtent. Là. À un moment donné, il faudrait qu'ils recommencent à faire leur job de journaliste. Oui. Puis les chroniqueurs, il faudrait qu'ils commencent à surveiller ce gouvernement fédéral-là. Je veux dire, moi, que Arrive-Scam n'ait pas été un enjeu plus grand que ça, c'est une catastrophe. Je veux dire, wow, c'est juste 60 millions dans le fleuve de dépenses. Right. Mais je veux dire, vous l'avez tout fait, vous l'avez tout vu, l'application. Là. C'était n'importe quoi. Là. Ben, justement, dans le podcast où on en avait parlé, on disait il y avait eu un article de journal, je me souviens plus si c'est dans le Ottawa Citizen ou dans un autre journal, mais bref, le journal s'était entretenu avec 2 programmeurs. Oui. Qui avait refait l'application de A à Z en une fin de semaine. Puis tu te rappelles, j'avais demandé à un de tes amis, je pense. À un de mes amis qui travaille dans l'AI, puis c'est ça sa job, là, réaliser ce genre d'app-là. Même ils en ont fait pour l'armée. Puis, écoute, il n'y avait rien dans cette application-là. C'était un formulaire. À toute fin pratique, c'était un formulaire. Là. Ben, il m'avait dit à l'époque, mettons que t'es vrai. Il m'avait dit, garde, j'ai calculé ça de manière ultra sloppy. Là. On va mettre un haut tarif, on va mettre beaucoup plus d'heures. Puis il était comme dans aucun cas de figure, le 60 millions fait du sens. Là. Pour ce genre d'app-là, c'est sûr qu'après, c'est un app qui héberge de la vidéo. Puis, t'es pas là pantoute. T'es pas là pantoute. C'est un formulaire. Là, c'est un formulaire, tu cochais, je pense que tu avais une genre de signature dessus. C'est n'importe quoi. Là. C'est vraiment n'importe quoi. Là. OK, je l'ai. Le 2022-10-12. Hey, le 12 octobre 2022. Ouais, Arrive-Scam, 54,5 millions pour une application qui vaut 250 000. C'était ça le titre du podcast à l'époque. Donc, on a parlé de ça il y a 1 an et demi. Et là, on est encore là-dedans aujourd'hui parce que la vérificatrice générale a rendu son rapport. Et le rapport, il n'est pas... il n'est pas gentil, le rapport. Il n'est
C'est pas super, là, le rapport. Là. Donc, j'ai les détails un peu devant moi. Là. Donc, la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan, oui, comme Hulk Hogan, là, c'est le je sais pas si son parent, par exemple. Elle a vu Harry Scam, elle se fait déchirer. Là. Donc, on nous dit qu'elle n'a pas mâché ses mots lorsqu'elle elle a expliqué les conclusions de son rapport tant attendu sur l'application Arif Scam. Donc, s'il y en a qui veulent voir le rapport. On n'est plus capable de dire à Riviscan le vrai nom. Là. C'est ça ici, le Report of the Auditor General of Canada to the Parliament. Ah, c'est même pas, ça arrive Cannes. Je me rappelais même pas du vrai nom de ce scam-là. Oui, mais Poilievre a bien réussi son liner là-dessus. Là. Faut quand même le dire. Donc, ça, c'est le rapport complet. Les gens peuvent trouver ça sur Internet. Là. Mais dans les grandes lignes, voici ce qu'on dit. Et là, c'est Madame la vérificatrice qui s'exprime. Je suis auditeur. Donc, pas auditeur de podcast, là, mais ceux qui font des audits. C'est un titre professionnel, gros. C'est un titre. Non, mais des fois, il faut préciser des affaires. Depuis 4 décennies. J'écoute Yann Frank depuis 40 ans. C'est ça. Je suis vérificateur général depuis près de 4 ans. Je vous dirais qu'il s'agit probablement de l'une des pires tenues de registre financier que je n'ai jamais vues, a-t-elle déclaré. Elle déclare aussi que son audit a révélé que paraît qu'il faut dire audit, mais j'aime mieux dire audit, c'est moins lit. A révélé que les 3 organismes gouvernementaux chargés de gérer l'approvisionnement, soit l'Agence des services frontaliers du Canada, autrement dit la douane, l'Agence de santé publique du Canada et Services et publics approvisionnement Canada, la SPAC. Pourquoi il y a 3 ministères / agences gouvernementales différentes dans une application? On a peut-être le début du pourquoi que c'est de la merde. Oui. Oui. D'après moi, déjà en partant, ça, c'est un esti de red flag. Là. Il y a 3 ministères différents qui ne se parlent pas impliqués dans l'affaire. Ça joue tellement à Candy Crush au gouvernement. Là. Arrêtez. Là. Ils ont fait preuve d'un mépris flagrant à l'égard des pratiques de base en matière de gestion et de passation des marchés tout au long du développement et de la mise en œuvre d'Arifcan. Le plus inquiétant était que l'Agence des services frontaliers du Canada ne disposait pas de dossier financier complet et précis, a-t-elle déclaré. Alors qu'on avait précédemment déclaré qu'Arifcan coûtait 54 millions de dollars pour sa création, malgré un budget initial de 80 000 $, Mme Hogan a estimé que le coût à 59,5 millions de dollars, ça c'est son estimation à elle, n'est qu'une estimation. Il pourrait être inférieur ou supérieur, car elle a pris la décision uniquement sur la base des informations disponibles. Autrement dit, c'est dans le trou noir à quelque part. Puis c'est difficile de retrouver l'information. Le rapport du vérificateur général est intervenu quelques semaines après que l'ombudsman de l'approvisionnement, Alexandre Jeklik, a publié en janvier un rapport révélant que dans 76 % des contrats attribués, une partie ou la totalité des ressources proposées par le fournisseur retenu n'a effectué aucun travail prévu dans le contrat. Des crosseurs. L'Ombudsman a également constaté que les documents clés liés à la passation de contrats et au développement d'Arifcan manquaient. Souvent. Avez-vous vu c'est quoi ça fait quand tu suspends les règles pour les politiciens ou encore la fonction publique? Dans ce cas-ci, c'est la fonction publique. Okay? On a dit, tu peux aller vite. Tu n'es pas obligé de faire des processus d'appel d'offres. Les longs processus qui sont interminables généralement, où est-ce qu'on peut vous surveiller? Probablement qu'ils ont senti qu'ils n'étaient pas obligés non plus de tenir de registre financier. L'argent était disponible. L'argent revolait de partout. L'argent, c'était disponible. Il y en avait partout, partout, partout. Ça nageait dans l'argent. Ben, regardez qu'est-ce qui arrive quand tu suspends les règles à ces gens-là, puis qu'ils doivent gérer l'argent des autres. Ça, c'est notre argent, nous autres. On a été taxés pour ça. Ou on va être taxés plutôt parce que c'est de la dette majoritairement, on s'entend. C'est des purs incompétents. Okay? Le mot, là, on a le droit de le dire, là. Incompétents. C'est des imbéciles avec notre argent. Okay? Ils sont incapables de prendre des décisions éclairées avec notre argent. Quand c'est le temps de dépenser l'argent des autres, il n'y a pas de conséquences, pas d'imputabilité. Regardez ce que ça donne. Donc ça, c'est un petit succès souvenir.
de ce qu'on avait jasé à l'époque. Les deux entreprises canadiennes qui recréent ArriveCan pour montrer que ça peut être réalisé pour bien moins cher que 54 AK-60 aujourd'hui. Deux entreprises technologiques canadiennes ont tenté de recréer l'application ArriveCan pendant le long week-end de Thanksgiving. Le temps libre. Tribal Scale et Laser Technology, des entreprises technologiques spécialisées dans la création d'app, ont chacune annoncé que leur projet le 7 octobre, donc c'est un projet volontaire qu'ils ont fait à l'interne. Nous sommes tellement contrariés par les dépenses inutiles sur ArriveCan que Tribal Scale va reconstruire cette application au cours du week-end. Et là, ils ont dit dans le truc, ouais, on est estimé, on a réussi à le faire. T'avais même, je sais pas si c'est encore truc, là, mais tu as la vidéo de leur version de l'application et ils nous disaient, regarde, mettons là, en étant sloppy, on l'aurait faite pour 250 000. Puis c'était tellement une mauvaise application. Là. Ça marchait tout croche. Là. C'était... Ben, justement, là, je vais venir à de quoi après, vous allez voir à quel point c'est. Parce que, pourquoi on reparle de ça? D'un, parce que ça lève le voile sur l'incompétence, mais c'est au-dessus de l'incompétence. Là. C'est clairement de la fraude là, qu'il y a eu. Là. Des gens payés à rien faire, de l'argent donné à des gens qui faisaient rien. Là, on est, je veux dire, il y a du monde qui se sont fait graisser là-dedans. Mais vous allez voir qu'il y a des implications, ça en a eu sur des gens, là, juste après. Donc là, on nous dit dans l'article, le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré en octobre 2022 que les dépenses consacrées à ArriveCan constituaient une utilisation optimale de l'argent des contribuables. Il a admis 3 mois plus tard que le contrat entourant l'application semblait hautement illogique et inefficace. Je sais pas. Pour créer l'application, les sociétés GC Strategy, Dalian et Coradix ont reçu plus de 17 millions de dollars en 2022 après que l'ASFC ait reçu des allégations de mauvaise conduite contractuelle sur l'application ArriveCan. GC Strategy ne compte que 2 employés et a reçu 8,9 millions de dollars en tant qu'entrepreneur général sur le projet. L'enquête du Comité des opérations gouvernementales et des estimations sur le scandale ArriveCan a connu un début explosif. Les cofondateurs de l'entreprise de logiciels montréalaise Butler AI, témoignant le 27 octobre 2023 que des factions au sein du gouvernement fédéral se sont engagées dans une corruption potentielle et de contrats fantômes. Bien que Butler AI n'ait pas travaillé sur ArriveCan, il a fait affaire avec l'un des principaux sous-traitants. Bon, là, on a tout le détail de la patente. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dominique Moret a mis sur Twitter en lien avec cette affaire-là. Je vais vous donner les détails. Plainte en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels. Au cours de son enquête sur l'application ArriveCan, le commissariat de l'ASFC corrige des renseignements inexacts dans sa base de données. Elle avait initialement indiqué au commissaire le 21 février 2023 qu'elle n'entendait pas corriger ses renseignements à partir du 28 juin 2022. Environ 10 200 utilisateurs d'appareils Apple ont reçu de l'application ArriveCan des notifications erronées dans lesquelles on leur demandait de se mettre en quarantaine. Bon, vous parlez encore de la pandémie. Voyons, c'était des vieilles affaires. Hey, 2022, man. 2022. Il y a du monde qui ont été confinés par erreur. Quelle époque merdique. Mais en même temps, nécessaire. Je pense que ça ouvre les yeux. Pouvez-vous faire confiance? Pouvez-vous faire confiance aux politiciens? Pouvez-vous faire confiance aux fonctionnaires en pensant que ces gens-là ont votre bien à cœur? En pensant que ces gens-là ont votre sécurité à cœur, en pensant que ces gens-là respectent l'argent que vous leur envoyez. Vous voyez bien qu'est-ce qui arrive quand ils ont carte blanche. Imaginez, on est obligé de mettre un shitload de règles pour s'assurer qu'ils ne soient pas trop tout croche. Mais vous voyez exactement pourquoi ils ont un shitload de règles. Quand ils n'en ont pas de règles, comme dans le temps de la pandémie, checkez ce qu'ils font. Des purs incompétents. Des crosseurs. Des putains de crosseurs. C'est ça qu'ils sont. Ah non. Tu sais, je veux dire, le point aussi là-dedans, là, c'est qu'on peut bien là, faire un débat pendant 8 jours sur le coût de l'application, comment c'est une crosse, tout ça. Là. Mais comme le rajoute Moret dans son tweet, là,
Il dit « Ne nous laissons pas berner par l'histoire du coup d'Arif Khan. En effet, c'est un scandale, on le sait, tout le monde le sait, et espérons que la GRC réussira à mettre la main au collet de quiconque ait pu frauder ou détourner des fonds publics. Mais la véritable histoire d'Arif Khan, c'est que c'était un trip de contrôle de la population par le gouvernement Trudeau. » Exactement ça. Et là, ça, il n'y a pas de réflexion là-dessus. Il n'y a pas personne encore aujourd'hui qui se dit « Ouais, faire une application pour commencer à tripoter le mode de vie des gens, puis toi, tu vas aller t'être enfermé, puis toi, tu n'es pas correct, puis lui, il ne l'est pas. » Puis, hey, c'était saucé en crise, là. Puis tout ce qui dérange les gens, c'est que ça a comme dépassé le coût qui était prévu. Bon, fois 750, c'est probablement dans les pires shots qu'on a vus, là. Mais c'est quand que les gens vont avoir une saine crainte du gouvernement? C'est quand vous allez avoir peur d'eux autres? C'est quand vous allez réaliser que le problème avec le gouvernement, potentiellement, c'est qu'il y a trop de pouvoir sur vos vies. C'est sain de craindre le gouvernement. C'est très sain. Il n'y a aucune entreprise privée qui peut vous faire ça. Nope. L'application de IGA, mettons, là, si elle est mal montée, Confine-toi! Ça m'a rien coûté, puis de deux, je me ramasse pas confiné. S'ils veulent se planter avec leur application, il n'y a pas de problème. Là, la scène plus avec le cinéma, puis tout, puis je suis pas obligé d'y aller, puis il n'y a pas de problème. Là. Mais là, on parle d'un truc qui est payé avec notre cash. Là. C'est notre argent, c'est qu'ils ont pris pour faire ça. Là. Ah, puis écoute, moi, hier, là, je tiltais bien raide sur d'autres sujets. Je regardais le Parti québécois. Là, présentement, le Parti québécois essaie d'être dans les nouvelles chaque jour. Puis, là, regardez, la stratégie de communication est assez simple. Là. On lance une bombe le lundi matin ou le dimanche soir. La semaine passée, c'était le temps d'écran des enfants. On a parlé de ça jusqu'à mercredi. Ben là, il est arrivé, puis on va parler des hypothèques. Les hypothèques, les premiers acheteurs. Je pense que vous avez compris ce qui se passe. Là. Le Parti québécois a décidé qu'il drivait l'agenda médiatique. Ils réussissent très bien. En termes de communication, présentement, c'est le parti qui vole le show. C'était Québec solidaire l'année passée, mais depuis que le conflit en Israël a commencé, Québec solidaire sont rendus aux fraises, Ruba Gazal, Tiltered, puis sur le poste. Fait qu'il était vraiment dans un monde où est-ce que maintenant, c'est le PQ qui prend toute la place. En plus, évidemment, tu as l'aide de PKP puis Québécois derrière ça, fait que ça facilite tout. Mais là, ce qu'ils ont fait hier, là, Frank, là, je capote, là. Je t'écœuré, là. Donc, juste rappeler aux gens ce qu'ils ont fait, là. Bon, mettons, commençons par la base. Pourquoi la Banque du Canada hausse les taux d'intérêt? En tout cas, je pense qu'il faut vraiment recommencer. On va recommencer du début. Il faut aller à la base. Okay? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'il y a de l'inflation. OK. Pourquoi il y a de l'inflation? Parce qu'on a imprimé beaucoup d'argent et une grosse partie de cet argent imprimé-là était pour acheter de la dette fédérale, principalement, qui était émise en trop grande quantité sur les marchés. OK. Donc, pour combattre l'inflation, il faut augmenter les taux d'intérêt pour forcer les gens qui dépensent. Ça inclut l'État là-dedans, of course. Mais ça inclut, il y a comme une surchauffe de la demande parce que l'argent est trop facile à avoir quand les taux d'intérêt sont bas. Donc là, en augmentant les taux d'intérêt, tu fais baisser la surchauffe. Tu fais baisser la demande. Là, on a un problème. Par exemple, le président de la Banque du Canada, il dit souvent, là, ce serait le fun que le gouvernement fédéral y aille dans la même direction que nous autres. Nous autres, on augmente les taux, ça fait chier les familles. Puis le clown de l'autre bord, il n'arrête pas de dépenser en innocent. Ouais, puis lui, la première affaire qu'il fait, c'est d'inventer un nouveau produit financier pour aider des gens. On a tout compris, là. L'habitation, c'est un enjeu pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de logement, il y a des gens qui veulent une maison, ne sont pas capables d'en avoir, mais le point n'est pas là. C'est pas en créant de l'inflation que vous allez accéder plus facilement à la propriété. Donc l'an passé, le fédéral, ce qu'ils ont fait, ce que Frank vient de dire, c'est qu'ils ont créé le CELIAP, qui est à toute fin pratique un nouveau programme pour les premiers acheteurs. Dans ma business, des CELIAP, j'en distribue. Je trouve ça complètement stupide qu'on ait créé ce programme-là. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on a créé ça, mais je ne suis pas assez cave pour ne pas en faire profiter mes clients d'un coup que ça existe. Là. Vous comprenez le point, là? Mais le CELIAP a été créé
pour aider les premiers acheteurs à rentrer sur le marché. Le bug, c'est que le premier acheteur a de la misère à rentrer sur le marché parce que les taux d'intérêt ont monté et surtout, les prix des maisons ont monté et n'ont pas baissé avec cette hausse de taux d'intérêt-là. Pourquoi? Pourquoi le prix des maisons, la journée que tu augmentes les taux d'intérêt, ne baisse pas au Canada? Pourquoi? Parce que l'offre et la demande sont débalancées. Ben oui, Putain. puis Ben là, il y a deux items là-dedans. Il y a l'offre et la demande. Quand tu crées un programme de CELIAP au niveau fédéral, qu'est-ce que tu fais? Tu viens stimuler la demande. Tu es là, tu dis, OK, mais ça, si je stimule la demande et que toute chose étant égale par ailleurs, qu'est-ce qui arrive? Le prix monte. Donc, tu as créé le CELIAP pour aider les premiers acheteurs à acheter des maisons trop chères et le premier impact que ça va avoir, c'est de faire augmenter les prix. Bravo. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête comment on est entouré d'imbéciles. Là. Mais ça, c'est ce qui arrive l'année passée avec le CELIAP. Oui, puis ça, c'est juste le fédéral. Donc là, raisonnement économique, on est dans le fond de la cuvette. Là. Donc, il y a l'offre et la demande. Tu sais, là, on apprenait ça au secondaire, là, les deux courbes, là, tout ça. Là. Bon, il y a l'offre et la demande. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas assez d'offres et qu'il y a trop de demandes? Les prix montent. Qu'est-ce que je fais pour contrer ça? Est-ce que je fais des mesures pour augmenter la demande? Non. Normalement, non. Tu fais des mesures pour baisser la demande. Tu fais des mesures pour baisser la demande et idéalement, de manière simultanée, des mesures pour faciliter l'augmentation de l'offre. Augmenter l'offre. Fait que quand Pierre Poilievre sort et vous dit il faut mettre fin aux gatekeepers qui retardent l'approbation des mises en chantier, est-ce que c'est une bonne mesure? La réponse est oui. Parce que c'est une mesure pour augmenter l'offre. Construire plus vite, approuver les chantiers plus vite, va avoir un impact pour augmenter l'offre. Certaines personnes vont dire qu'on a des problèmes avec l'immigration. Les péquistes ont beaucoup de facilité à dire ça parce que c'est la faute du fédéral. Est-ce que l'immigration peut jouer un rôle? Tout à fait. Parce que c'est une hausse de la demande. Ça augmente la demande. Vous comprenez le point? Moi, je ne suis pas prêt à aller là parce que l'immigration, c'est un double enjeu. Ça augmente la demande, mais si ça vient régler un problème de pénurie de main-d'œuvre, notamment dans le monde de la construction, ça peut aider à augmenter l'offre aussi. Ça, c'est le bout qu'on ne parle jamais dans les médias. Mais il peut avoir un double effet qui est intéressant pour l'immigration. Fait qu'à mon avis, ce n'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est le monde qui est prêt à approuver ces Christie de permis-là, les gens qui gossent sur du dézonage, le problème du pas dans ma cour. Ça, c'est des choses qui empêchent le marché de la construction de s'ajuster rapidement. Le fait qu'on ait 31 métiers au Québec, qu'il y ait de la réglementation comme ce n'est pas possible avec la CCQ, ça, c'est des choses qui nuisent à l'offre des habitations. Le pire dans tout ça, c'est que le PQ, quand il fait sa sortie hier pour dire « Moi aussi, je veux jouer à l'économie de l'immobilier », il y a évidemment cette nouvelle-là qui me fait tilter raide, mais il y a d'autres choses dans leur plan. Puis ce qui est magique je vais juste le dire parce qu'il y a des gens qui nous écoutent seulement. Là. Donc, ce que le PQ a dit hier, il propose un rabais sur les taux d'intérêt. Et là, je suis allé voir, là, parce qu'ils ne m'accuseront pas, contrairement à ce qu'ils ont fait à Éric Duhem de ne pas avoir lu le truc. Je suis allé voir le document. On parle de premier acheteur et on parle aussi, ça c'est très drôle, parce qu'il y a comme un truc dedans qui fait que finalement, ça ne s'appliquera pas, là, ou presque pas. C'est que il faut, pour avoir accès à le truc, que tu aies mis minimalement 10 % de mise de fonds. Puis ça dure 3 ans seulement. Ça, là, cette proposition-là, là, on va la remettre à l'écran. Là. Ça, là, ça s'appelle une chose qui est extrêmement simple, c'est du populisme. OK? Ça, c'est du populisme. Parce que ça ne règle absolument pas le problème. Le seul impact que ça a, c'est d'augmenter la demande. On l'a dit, le prix des maisons est trop cher. Si tu augmentes la demande, ça augmente le prix. OK? Fait que déjà là, le seul impact que cette mesure-là peut avoir, qui va nous coûter des dollars de taxes de notre côté, c'est d'augmenter la demande. Mauvaise mesure. Très mauvaise mesure. Extrêmement populiste. On veut faire miroiter aux jeunes. Hey, grâce à nous, tu vas pouvoir acheter une maison. Le conseiller financier va te dire la chose suivante. C'est encore plus stupide que ça ne l'air, cette mesure-là. Ça va faire prendre des décisions de cave à des gens. OK? Ben oui, j'ai pas les moyens de me payer une maison, mais vu que le gouvernement me subventionne mon taux, c'est parce qu'en gros, là, lui, il ne contrôle pas le pourcentage que la banque t'accorde sur ton prêt. Fait que moi, techniquement, ce que je comprends de ça, ça veut dire que, mettons que tu auras un prêt à 6 %, ben, il va être à 6 % réellement dans ton document d'achat. Mais le gouvernement, lui, va te le subventionner pour que ça revienne à genre 3,5, mettons.
C'est ça. Ça va être ça l'histoire. Donc, en réalité, tu n'as pas les moyens d'acheter cette maison-là avec ton taux à 6,5-7 %. Mais comme le gouvernement me donne un chèque pendant 3 ans, j'ai les moyens à 3,5, puis après, on verra. Mais c'est complètement stupide. Il y a combien de gens qui prennent des décisions financières niaiseuses parce que tu es 12 mois sans payer? Tu achètes un meuble, 12 mois, pas de paiement. Dans 12 mois plus tard, je veux dire, en aucun cas, ça va aider la vie du premier acheteur. Là. En aucun cas. Là. La seule chose que ça pourrait faire, là, c'est avoir un impact à la hausse sur le prix des maisons. Et pire encore, faire prendre des décisions stupides à des gens qui n'avaient pas nécessairement les moyens d'acheter leur maison ou qui avaient les moyens d'acheter une maison de 250 000 puis n'ont acheté une de 320 à cause de ça. Vous comprenez la game, là? Fait que ça, c'est complètement stupide. Le pire dans tout ça, c'est que dans leur programme qu'ils nous proposent, là, il y avait les mesures pratiquement en tout point pareil que celles de Poilievre. Oui, le démon en personne. Ouais, c'est ça qui est le pire, c'est qu'on n'était pas si loin que ça d'arriver à quelque chose d'intelligent. Le PQ a passé à ça, d'avoir une marque de respect dans notre podcast. Là. Il était rendu, là. Il y avait tout ce qu'il fallait, c'était tout écrit dans leurs documents, tout ça. Mais ces clowns-là, ils ont été inventés un Christi de programme de subvention encore pour augmenter la demande au niveau de l'habitation. Faut-tu être épais d'un point de vue économique pour faire des affaires comme ça? Donc, je vais mettre à l'écran ce que j'avais mis hier sur Twitter. Je pense que ça résume bien le truc. Donc là, il y a l'annonce de PSPP, un truc historique. Aujourd'hui, j'étais avec Mégane, pas tant de choses. Non, on a déposé notre plan devenir propriétaire. Et moi, j'étais allé lire le plan parce que c'est pas long, là, c'est un PDF d'une quinzaine de pages avec des images. Là. C'est pas une grosse affaire. Et il y a quand même ça dedans. C'est plus loin dans le document, mais là, on dit lancer une vaste opération pour éliminer les barrières bureaucratiques et débureaucratiser les programmes inefficaces du gouvernement et des municipalités. Faire une évaluation, révision de chacun des programmes avec objectif de diminuer la paperasse inutile, réduire les délais, demander aux municipalités de faire la même opération avec chacun de leurs programmes, soutenir les municipalités qui offrent déjà des allègements réglementaires pour accélérer la construction. Ça, c'est tout bon, là, ce qui est écrit. Et moi, j'ai écrit... C'est exactement ce que Poilievre propose. Ben, c'est ça. Moi, j'ai écrit plutôt que de subventionner un taux. Parce que c'est ça, il faut parler dans les vrais termes. Là. Ce qu'ils veulent, c'est subventionner les taux d'intérêt. Ce qui va stimuler la demande et donc augmenter le prix. J'aurais tablé davantage sur cette partie de votre plan à propos des gatekeepers. Parce qu'ils n'utilisent pas le même langage que Poilievre, mais c'est exactement de ça dont on parle. Les programmes bureaucratiques inefficaces et les débureaucratiser les programmes, là, ça, c'est du langage de péquiste pour dire la même affaire. Et là, j'ai écrit qui va essentiellement dans le sens de ce que dit Poilievre sur l'incompétence de la bureaucratie municipale. Donc, c'est là qu'il fallait aller. Parce que ça joue sur l'offre. Exactement. Ça va dans la bonne direction. Mais non, c'est pas ça qu'on voit dans les nouvelles. C'est pas ça qui est retenu. Hey, ils vont te donner un rabais sur les taux d'intérêt. Crosseur. Tu donnes une illusion aux gens. C'est encore vouloir se faire élire, comme François Legault, en donnant un chèque au monde. Non, je vais prendre un exemple là, vraiment con. Là. Arrêtez d'essayer d'acheter le monde, sacrément. Non, c'est ça. Mais je vais prendre un exemple vraiment con, là, parce que je pense qu'avec ça, tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas, peuvent comprendre. Là. Mettons qu'il y avait un esti de gros problème de surpoids dans la population. Genre, il y a vraiment de monde qui sont rendus obèses morbides partout. Et là, il y a un genre d'organisme qui ressemble à la banque, là, qui, elle, est chargée de gérer le poids de la population. OK? Elle, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, ben maintenant, là, pour avoir accès à certains aliments, là, ben ça va coûter genre vraiment plus cher. Là. Vraiment, vraiment plus cher. Et ça, le but, c'est de faire maigrir le monde. Et à côté, tu as le gouvernement qui dit, ben ça n'a pas de bon sens, le monde n'est plus capable de s'acheter du Nutella, voici un chèque. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver sur le poids du monde? C'est simple, là. C'est pas compliqué comme concept, mais ils comprennent pas ça. Et là, évidemment, qui c'est... Puis, entre toi et moi, Frank, là, s'il y a un rabais sur les taux d'intérêt, est-ce que le rabais va être entièrement transféré aux personnes qui achètent la maison? Ben non.
Penses-tu vraiment que dans la négociation du taux d'intérêt, ils vont avoir le meilleur taux possible? Ben non. Il y a un petit point 25 il y a un petit point 35 qui va se perdre dans le réseau bancaire. Casse pas ta tête. Ben oui, puis dans le programme pour gérer cette niaiserie-là. Ben oui, ben oui. Donc ben là, oui, ben oui. évidemment. Il va y avoir des fonds en arrière de ça. Là. Ben oui. Donc là, évidemment, qui saute dans la mêlée pour venir dans le débat? Le monstre en chef de la nation, le politicien que les Québécois supposément haïssent le plus, Éric Duhem, qui dit « Le PQ a toujours été très à gauche, complètement déconnecté de la réalité. Avant Noël, PSPP promettait de réduire le prix du panier d'épicerie et là, il veut réduire les taux d'intérêt. Si le PQ souhaite vraiment aider les jeunes à accéder à la propriété, il devrait plutôt baisser les taxes ou les impôts, réduire la taille de l'État et faciliter la construction de nouvelles maisons. » Qu'est-ce Et qui là- n'est pas correct dans ce qu'Éric Duhem vient de dire? Là? Ah, là, Tu sais, rappelons que PSPP, là, à l'automne, là, il dit les épiciers, ils font des profits gigantesques. Il faut le bureau de la concurrence québécois. Ajouter de la bureaucratie. Hey, attends un peu. Ils viennent pas juste de dire que c'était le problème, c'était la bureaucratie au niveau de l'immobilier. Mais lui, il rajoute une bureaucratie au niveau ben des oui, épiceries. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Et Hey, là, mon calvaire, c'est dit n'importe quoi. Là. la body de PSPP répond, donc Mme Mélenchon. Elle dit « Cher Éric ». Ça, c'est « Oh, Éric ». Le programme de rabais des taux d'intérêt est une copie du programme Mon taux, mon toit de Robert Bourassa. Ça, j'ai pas... Qu'est-ce que ça change, ça, man? Non, mais je comprends pas cet argument-là en passant. Là. Ah, Robert Bourassa faisait ça. Mais Je pense que Bourassa n'était pas populiste, lui non plus. C'est le gars qui a promis 100 000 jobs. C'est n'importe quoi, ça aussi. Là. Ah, mais c'est quoi? Bourassa s'est rendu l'autorité morale de ce qu'il faut faire en politique? Là? Ah, attends un peu. Lui, il était à droite. Ça doit être ça qu'elle veut dire. Ouais. Et du Home Buyer Mortgage Rate Discount en cours actuellement aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays à gauche pour toi? Ouais, j'ai oublié de nous dire que c'est démocrate, là, mais en tout cas. Et Robert Bourassa, très à gauche, ben, il n'était pas très à droite. Là. Vous dites qu'il faut proposer de baisser les taxes ou les impôts, réduire la taille de l'État. Si vous avez lu le plan, vous verriez qu'il y a 5 mesures pour augmenter l'offre, notamment la vente de bâtiments gouvernementaux sous-utilisés, une vaste opération pour éliminer les barrières bureaucratiques, un remboursement plus élevé de la TVQ pour l'achat de maisons neuves. Non, la TVQ, c'est maisons neuves. Ça augmente pas l'offre. Là. Non, c'est ça. Ça augmente la demande. Non, ils sont bien pas bons. Êtes-vous réellement contre ces mesures et sommes-nous le seul parti qui souhaite agir pour calmer l'augmentation de la demande qui est hors de contrôle? L'augmentation de la demande qui est hors de contrôle. Tu veux la subventionner, la demande? Voyons! Mais le killer est arrivé. Non, mais attends un peu. Là. Éric Duhem, ce qu'il dit, c'est parfaitement juste et vrai. Sa réponse contient des absurdités incroyables et c'est Éric le tout croche. Moi, là, les Québécois au niveau économique là, sont mauvais que c'est pas possible. Incroyable. Vous laissez passer ça free des affaires de même. Ah non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais. Moi, il faut que je redevienne. Je te dis, le podcasting va me tuer. Non, mais la fin, tu vas aimer la fin. Parce qu'il y a quand même il y a un knockout qui est effectué en commentaire par un certain Jonathan Hamel. Joe, il va jamais. OK, là, tu vas peut-être me mettre de bonne humeur. Premièrement, les taux d'intérêt actuels n'ont rien d'exceptionnel au point de vue historique. Ce qui est exceptionnel, c'est l'endettement des ménages et surtout la valeur de l'immobilier qui est directement liée à la rareté causée par les restrictions à la construction. Totalement vrai. Très simple. On pense automatiquement aux villes, avec raison, mais également aux lois du travail et de la construction provinciale, entre parenthèses. Prenons vos propositions d'alléger la bureaucratie et les embûches à la construction avec un grain de sel, étant donné votre propension à la centralisation et aux solutions étatiques qui forment une grande partie de votre programme. Deuxièmement... Exactement, totalement vrai. Deuxièmement, l'État ne devrait pas se mêler de la fixation des taux d'intérêt, directement ou indirectement. Vous êtes incapable de gérer ne serait-ce qu'un seul traversier avec un monopole sans le crisser dans le quai une fois par trimestre et vous croyez pouvoir vous installer en amont de la pyramide des décisions économiques de millions d'individus et d'entreprises. J'ai le goût de la relire.
Relis-la donc. Vous êtes incapable de gérer ne serait-ce qu'un seul traversier avec un monopole sans le crisser dans le quai une fois par trimestre et vous croyez pouvoir vous installer en amont de la pyramide des décisions économiques de millions d'individus et d'entreprises? Point d'interrogation. Le plus grand poste de dépense des familles québécoises est de loin les taxes et impôts. Exactement. Plus que le logement, l'habillement et l'alimentation combinés. La solution est simple. Baisser les taxes et impôts, déréglementation de la construction et nous crisser la paix. Le nous est ici inclusif. Fin. J'adore. Assez fait ratio là, avec ça. Là. Quand même un 463 likes, 75 retweets pour la publication de... Ah, je vais aller en rajouter. Joe Hamel. J-Hamel. Moi, je m'en vais liker ça direct là. Ah, C'est c'est souvent assez... sur Twitter, mais ça, c'était bon en tabarouette. Et là, en dessous, il y a juste... Tous les gens commentent avec, tu sais, l'emoji que c'est comme un dard dans une cible. Je pense pas qu'elle s'en est remis, honnêtement. Là. En fait, probablement qu'elle l'a juste bloqué. C'est ce que j'en conclus, là, très, très visiblement de même. Là. Oh, merde. C'est assez délicieux, merci. Écoute, dans la partie Patreon, on va jaser de... On continue un peu la réflexion qu'on avait hier parce qu'il y a eu des suites à ça. Là. Bon, Mathieu Bock-Côté nous a semi-consacré un article dans le journal sans trop le dire, là, ainsi que des propos sur Twitter, tout ça. Là. Donc, il y a eu un genre de ben, c'est pas un beef, là, parce que c'est amical quand même, là, mais il y a une suite à ce qu'on a jasé hier. Et aussi un excellent article qui nous parle des formations en équité, Equity, Diversity, Inclusion, les fameux EDI en milieu de travail, selon un rapport de David Haskell, professeur agrégé de médias numériques et de journalisme à l'université Wilfrid Laurier. Plus vous faites ça, plus vous nourrissez le racisme en milieu de travail. Hey, il y a des tatas dans un podcast qui ont déjà dit ça. On n'est pas pire pour des imbéciles. Oh, 2 cases, c'est pas pire.